En 2004, lors d'un événement à Pékin, Sepp Blatter monte à la tribune et dit « J'adore l'argent, l'argent, donnez-moi Attends, l'argent. » T'es sûr que c'est ça la citation? Il dit donc « Nous honorons le peuple chinois pour son rôle de berceau des premières formes de football. » Il parle alors du Kuzhu ou Tsuchu, entraînement des soldats chinois au 2e et 3e siècle avant notre ère. On en retrouve même des compétitions au 14e et 15e siècle. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que ça fait des Chinois les inventeurs du foot. Et donc si on reprend du début, l'ancêtre du foot moderne, c'est la brésilienne créée en Chine, reconnue par la FIFA, une fédération basée en Suisse. Et pourtant, malgré qu'elle soit la 2e puissance économique mondiale, une usine à médailles olympiques et surtout qu'elle possède 1,4 milliard d'habitants, elle n'arrive pas à aligner 11 mecs sur un terrain pour peser en Asie, voire même à la Coupe du Monde. Mais pourquoi la Chine, masculine on précise, est-elle si nulle au foot? Pour comprendre pourquoi le football est délaissé par les Chinois, il faut comprendre une vraie doctrine là-bas. Bon, je vous épargne mon chinois, c'est la doctrine de la mobilisation nationale pour le sport d'élite. Tout démarre en fait en 1984, date d'entrée de la Chine aux Jeux Olympiques d'été. Avant, elle est boudée parce que le Comité Olympique International reconnaissait Taïwan et vous connaissez les petites tensions entre les deux pays. 两岸同胞血浓于水，祖国统一的历史大势不可阻挡。 La Chine finit donc 4e de ses premiers JO avec 15 médailles d'or et un vrai enthousiasme gagne alors le pays. On commémore même encore les premières médailles aujourd'hui. 今天是7月29日，1984年的今天，徐海峰实现了我国奥运史上金牌零的突破。 Mais cet enthousiasme, il est frappé de plein fouet 4 ans plus tard. La Chine ne remporte que 5 médailles d'or. Rendez-vous compte pour la Chine, hein, c'est de très loin son pire résultat. Et donc c'est le point de départ de la fameuse doctrine de la mobilisation nationale pour le sport d'élite. Et on va essayer de vous le résumer en 3 gros points. Le premier passe par des détections précoces. Dès le plus jeune âge, les enfants quittent leur famille pour aller s'entraîner quotidiennement. Ils vont dans des écoles spécialisées qui sont construites ou financées par l'État chinois. Le deuxième point, la Chine va miser uniquement sur des épreuves qu'elle a anticipées, ciblées. Elle privilégie les sports aquatiques, les sports qui combinent agilité et vitesse, ceux où il n'y a pas beaucoup de concurrence, et surtout ceux où elle peut glaner un maximum de médailles super rapidement. Et on peut dire que ça marche plutôt bien avec son apogée gigantesque chez elle en 2008. Parmi les 5 sports choisis dès les débuts de sa doctrine, la Chine remporte 27 médailles d'or sur 39 possibles. Bon, après, les Français, nous, on n'a pas fait ça, mais on a quand même bien performé, non? Ah, bonne question, tiens, attends. Je vais regarder les chiffres des médailles françaises en 2008. Et le troisième et dernier point, c'est que le gouvernement chinois n'utilise dans les années 90 que 1,88% de son budget alloué aux activités sportives pour ce qu'il appelle le sport de masse. Grosso modo, tout ce qui vous fait plaisir à vous, personne lambda, on ne le finance pas ou plus du tout. Les clubs amateurs, les infrastructures publiques, le sport à l'école, le sport universitaire. On ne mise donc pas sur le City Stade, sur les Five, mais bien sur les professionnels, les joueurs d'avenir, et on est même réticent à miser tout simplement sur le football, qui ne rapporte que 2 médailles aux Jeux Olympiques, et surtout est confronté à une immense concurrence. Après les JO 2008, le gouvernement chinois fait un constat plutôt évident. Alors, on cartonne tout au JO, mais qu'est-ce qu'on est nul au foot? Ça la fout un petit peu mal quand tu veux dominer dans tous les domaines, de pas pouvoir aligner 11 joueurs sur un terrain de football, et honnêtement, on peut pas vraiment les contredire. La Chine, c'est une seule participation en Coupe du Monde en 2002, sans marquer le moindre but, et après 3 défaites, elle est éliminée en poule. 但是呢，说实话，我们的能力，我们的比赛能力恐怕也就是这样了。随后我们就陷入到这个全盘的被动当中，因为就像一个乒乓球高手碰见一个业余选手一样，这个有的时候这个比赛你任凭你再怎么去解释啊，或者是去找原因啊，恐怕比赛都只能有这样一个结果。 Entre 2008 et 2010, la Chine oscille péniblement entre la 77e et la 108e place au classement FIFA. Après, 77, c'est pas si mal non plus, non? En fait, c'est simple, en misant sur les Jeux Olympiques, la Chine a oublié le sport le plus populaire du monde.
Pour rappel, la Coupe du Monde 2006, c'est 715 millions de téléspectateurs dans le monde et 910 millions en 2010. Alors qu'en Chine, tout le monde s'en branle du foot. En 2008, l'affluence moyenne est de 13 444 spectateurs, alors que vous avez des stades qui peuvent accueillir jusqu'à 60 000 personnes. En vrai, Non, tu gênes tout le monde là, reste dans ton coin. Mais en 2013, un homme dit « ça suffit ». Un certain Xi Jinping arrive au pouvoir et il aime tout dominer certes, mais il aime aussi beaucoup le football. 习近平表示，他有3个愿望，就是中国世界杯出现、举办世界杯比赛及获得世界杯冠军。 À son arrivée au pouvoir, Xi Jinping affiche clairement ses ambitions. Il rédige un plan en 50 points avec pour ambition que la Chine soit championne du monde en 2050, si possible à domicile, pour les 100 ans de la déclaration de la République populaire de Chine. Ça en devient obsessionnel. Le rêve ultime en termes de soft power pour les Chinois, il montrerait une nouvelle fois qu'en suivant leurs idées, leur schéma de travail, ils pourraient être numéro 1 et aussi remettre un gros coup sur la tête de leur principal rival. Le constat est simple, 0,01% des Chinois pratiquent le football, bien trop peu pour créer la fameuse surpuissante équipe Made in China. Pour augmenter ses effectifs, le gouvernement chinois ambitionne alors de rendre le football obligatoire à l'école. Ça passe surtout par la construction de 50 000 académies de football dans tout le pays, avec l'exemple le plus connu, l'immense centre de formation de l'Evergrande Guangzhou, qui peut accueillir jusqu'à 3000 enfants. At a cost of almost $200 million, the school makes no secret of its extraordinary mission. mais vous inquiétez pas les parents, la Chine sait prendre soin de ses enfants. Pour tout ce qui est séquestration, c'est plutôt là-bas. Et pour financer tout ça, la Chine souhaite investir 1% de son PIB dans le football uniquement, sauf qu'1% de son PIB, c'est 115 milliards d'euros. La valeur en 2016 du PIB entier de la Slovénie, de la Croatie, de la Lettonie et de la Slovénie réunies. Et c'est aussi pour les petits curieux la valeur de 60 526 Cédric Carasso. Mais surtout, elle met tous les moyens possibles dans son merveilleux championnat. Et là, il y a des choses à dire. 有评论认为，中国足坛是受黑哨和赌博问题的影响。 En 2015, pour changer l'image désastreuse de son championnat, Xi Jinping va faire comprendre gentiment aux grandes entreprises chinoises qu'il serait peut-être temps d'investir dans des clubs de football. Evergrande, le géant de l'immobilier, le port de Shanghai, Alibaba, l'espèce de double chinois d'Amazon, et on sent déjà le traquenard arriver quand on entend la première phrase de son PDG d'ailleurs. En vérité, je n'ai jamais été trop intéressé par le football, et pour être honnête, je n'y connais trop rien. Et donc forcément, ils vont dépenser leur fric n'importe comment. Pour vous présenter les quelques dizaines de recrues très chères de nos clubs chinois, on va pas faire une liste classique. Eh non, on va jouer à qui est le plus problématique. Alors, où sont les petits problèmes sur ces images? Non? Personne? Eh bien, c'était Ezekiel l'avait dit avec ce petit geste rigolo. Finalement, la Chine dépense en 2016 environ 450 millions d'euros, soit plus que la Ligue 1 et que certains bons championnats européens comme l'Eredivisie ou la Liga Portugal. Le système semble parfait, l'Evergrande Guangzhou, la plus grande équipe du pays, remporte même la Ligue des champions asiatiques. Les grands groupes chinois investissent également dans des clubs européens afin d'acquérir leur savoir-faire. Aston Villa, l'Inter de Milan, le Milan AC, Sochaux, l'Espagnol Barcelone. Sauf que problème, l'argent coule à flot, mais de l'autre côté, il a un peu de mal à rentrer. Le football en Chine a toujours du mal à attirer, et malgré une augmentation de 7 000 à 10 000 supporters dans les stades, il reste toujours à moitié vide. Pas d'attractivité, pas de sous dans la billetterie, pas de droits télé exorbitants, et pas vraiment le pays des buvettes. Bref, pas de revenus. Et en même temps, foutre 38 millions d'euros dans le salaire annuel de Carlos Tevez, je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle. 38 millions d'euros, à chaque seconde qui passe, il gagne 1,20 €. Bref, les clubs sont surendettés, malgré un plafonnement qu'essaye tant bien que mal de mettre en place le gouvernement chinois, et surtout en faisant venir beaucoup de joueurs étrangers, vos joueurs locaux, les joueurs chinois, eux, ne progressent toujours pas. Et il ne manque plus que quelques tout petits ingrédients pour déclencher l'explosion.
专家组认为，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原体初步判断为新型冠状病毒。China built too much, too quickly. There are up to 80 million empty flats across the country. L'arrivée du Covid et d'une grosse crise immobilière, secteur dont proviennent le plus largement les investisseurs, viennent achever les clubs chinois. La plupart des clubs cool, l'Evergrande Guangzhou dont je vous parlais tout à l'heure, champion asiatique, clairement le plus grand club du pays, je vous le disais, est interdit de championnat professionnel et le climax, c'est le Jiangsu Suning qui remporte le championnat en 2020 et coule 4 mois plus tard. Et pour les investissements en Europe, Sochaux, coulé, l'AC Milan, revendu. ah, la Géocère, Fais pas le con, Jamzou, s'il te plaît. Le championnat chinois, ce nouvel Eldorado, le berceau parfait pour la construction d'une immense équipe nationale chinoise, est quasiment mort. Bon, malgré toutes les ambitions affichées en 2016, le niveau du football chinois est au point mort 10 ans plus tard. Lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, la Chine a de nouveau échoué face au Japon, à l'Australie et à l'Arabie Saoudite. Pourtant, les infrastructures sont là, le projet est toujours debout, mais rien. La Chine n'arrive toujours pas à briller. t'es sûr? Cite-moi un joueur de foot chinois. Chang. Ouah, gars, c'est raciste là. Mais si, tu sais, le fameux Chang Yingpeng, ce fameux défenseur chinois né à Jinan, formé au Shanghai Donghua, est surnommé Xiangmos, en référence à Sergio Ramos bien sûr. On a essayé de vous expliquer pourquoi la Chine est atroce au football, alors qu'elle pourrait faire avec sa population 128 446 735 équipes. Oui, on a compté. Oui, on est fiers. On vous laisse checker dans la description, il y a plein d'articles universitaires et de ressources vraiment intéressantes pour approfondir le sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette vidéo vous a plu ou vous a déplu, ça fait toujours évoluer le format. On vous souhaite en tout cas une excellente Coupe du Monde. Salut, salut!